Brian Johnson et son fameux blueprint longévité. Vous aimeriez créer votre propre blueprint personnalisé, vous connaître tellement en profondeur et développer les stratégies les plus appropriées pour améliorer votre santé, votre énergie, votre cognition, ainsi que vos résultats physiques. Eh bien aujourd'hui on va détailler étape par étape à l'aide d'une mind map ce qui fait un bon blueprint longévité biohacking. Bonjour à tous et bienvenue sur No Wasted Energy, la chaîne du biohacking où l'on transfère les compétences du sport à haut niveau vers les entrepreneurs. Moi je m'appelle Andrea, je suis préparateur physique et athlète de haut niveau en force athlétique et ça fait maintenant 1 an qu'on a lancé No Wasted Energy avec mes équipes pour aider les personnes actives à créer leur propre blueprint avec la même stratégie que dans les sports à haut niveau, avec une attention sur chaque dimension de la performance humaine, sa préparation physique, sa nutrition, sa préparation mentale, mais surtout avec une valeur clé sur la connaissance profonde de soi. Et la connaissance profonde de soi, c'est la première valeur motrice d'un blueprint en biohacking longévité. Parce que déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un blueprint. Eh bien, un blueprint, c'est ça, c'est un dessin d'architecte où on voit de haut en bas, de droite à gauche, les plans d'une construction pour en évaluer la stabilité, la viabilité, mais surtout développer une connaissance profonde des caractéristiques, des particularités de cette construction. Transférer à l'humain, c'est simplement connaître les fondements physiologiques, psychologiques, génétiques et épigénétiques d'une personne afin de développer le plan, les meilleures stratégies à mettre en place pour créer de la résilience et de la longévité. La petite touche personnelle qu'on ajoute ici chez NWE, c'est la notion de performance. La performance est une valeur clé qu'on met en avant dans la création de nos blueprints. Sans plus attendre maintenant, voici la roadmap d'un blueprint biohacking efficace et qui s'apprécie dans le temps, puisque ça c'est le premier enjeu quand on essaye de créer quelque chose d'assez costaud qui touche à la nutrition, qui touche à la supplémentation, qui touche aux habitudes de vie surtout, à la préparation physique, à la préparation mentale, c'est qu'il faut une grande cohérence entre les différentes dimensions, il faut avoir un plan qui est détaillé. Ici, on a notre cœur du sujet qui est le blueprint biohacking avec ses bénéfices et surtout son sens. Ça, c'est très important. Vous le verrez dans le blueprint qui est le plus connu, qui est le blueprint de Brian Johnson. Il y a une grande attention qui est donnée au sens de ce blueprint biohacking. Mais déjà, quels sont les bénéfices de créer ce blueprint biohacking? Eh bien, je les ai mentionnés déjà. Il y a la partie physique, une amélioration du capital physique sur les qualités physiques, au sens sportif du terme, qui sont à développer. Il y a aussi une partie morphologique, donc on va regarder les longueurs de levier, on va regarder les insertions musculaires, on va mettre en mouvement la personne pour définir les plans de mobilité, de souplesse articulaire, ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons, on va regarder les réflexes archaïques, on va regarder à quel point la personne amène son corps sur les différents plans du mouvement humain. Et la partie nutritionnelle qui correspond à l'alimentation, la supplémentation, mais qui va bien plus loin que ça, puisqu'on est au cœur des habitudes de vie d'une personne sur la partie nutritionnelle. On va vouloir avoir un retour à la fois sur aussi la partie physique, que ce soit la composition corporelle, mais aussi une amélioration de l'énergie, de la qualité nutritionnelle de la personne, mais surtout un point de vue stratégique pour se projeter au plus long terme et créer de la résilience chez la personne. Que ce soit en regardant du côté des bilans hormonaux, des bilans sanguins plus généraux sur les vitamines et les minéraux, essayer de développer des stratégies qui améliorent ces marqueurs physiologiques, que ce soit simplement de la partie énergétique, se sentir mieux au quotidien, avoir une énergie qui est plus grande, ou que ce soit en prenant le parti d'un bien-être mental, en développant des capacités, des habiletés mentales plus fortes, plus résilientes et qui correspondent au mieux à la personne. Ça, c'est pour la partie des bénéfices. On a tous nos objectifs d'optimisation et parfois même de création d'une base sur ces fondamentaux-là. Mais ce qu'il faut comprendre, j'en reviens à la valeur du Find Your Why, ou en tout cas mettre du sens sur ce blueprint. Ce blueprint, il faut qu'il soit aligné avec plusieurs choses. Les grands pans d'alignement, ils sont les suivants. Le plan des valeurs, le plan de la vision, le plan de chercher un idéal et surtout quelque chose qui nous motive. C'est la base de cette création d'un blueprint biohacking. C'est l'inverse d'une création de ce qu'on pourrait appeler un plan nutritionnel classique où on va chercher à perdre du poids ou un plan de préparation physique où on va apprendre à perdre du muscle.
enfin, perdre du muscle, c'est rarement un objectif, hein, mais plutôt prendre en compétence sur les capacités physiques. L'idée n'est pas de faire simplement de la résolution de problèmes, mais il est d'amener un sens derrière tout ça, un sens plus profond, qui peut être à court terme, moyen terme, dans l'idéal long terme. Et c'est l'idée qu'il s'aligne avec la personne que vous voulez être à 100%. L'idée, c'est qu'il intègre toutes ces dimensions avec un alignement vers ce que vous voulez atteindre. Ça, c'est très important, puisque quand on veut faire du biohacking, quand on veut faire a fortiori de la longévité, il faut qu'il y ait de la soutenabilité, c'est une valeur clé, la soutenabilité qui va nous amener à de la résilience. On peut mettre l'input physique, nutritionnel le plus fort, la puissance. Si on a puissance mais qu'on n'a pas soutenabilité dans tout ça, eh bien tout simplement au bout d'un moment ça va rapidement s'arrêter. C'est là qu'on rentre dans des réflexions problème-solution en permanence tout le long de sa vie. On tourne en rond, on va prendre, puis perdre, puis reprendre, puis viser à reperdre. On va, que ce soit dans la partie nutritionnelle ou du côté du capital physique, et au final, on tourne un petit peu en rond. Pour un pas avancer, on fait un pas en arrière, et on y gagne assez rarement, et même pire dans certains cas, s'il y a des alternances entre prises et pertes qui sont trop rapides, et bien tout simplement, on fait du mal à notre organisme, et on le fatigue encore plus vite, puisque les organes, puisque notre physiologie, des organes, aux muscles, aux tendons, vont être fatigués par ces phases où on va alterner sans arrêt à des phases d'extrême remise à niveau et des phases plus ou moins extrêmes de perte de capital. Ici, l'objectif du blueprint biohacking, c'est d'empêcher ces points-là et qu'il y ait une grande soutenabilité dans le temps avec ce blueprint qui ne s'arrête jamais jusqu'à la fin de vos jours. Et oui, je vous le donne en mille. Ici, on n'est pas sur un programme, on est sur un changement de vie garanti qui doit s'installer dans le temps. D'ailleurs ici, je vais vous mettre, par exemple là, je vais cacher cette image, la partie un petit peu plus mindset, cadrage mindset, philosophie derrière le blueprint protocole de Brian Johnson. Hop là, on va bien cacher ici. Mais voilà, il y a une dimension chez lui en tout cas qui est très long terme, qui va même au-delà dans son cas, il veut impacter la société. Et il a une idée très précise avec sa philosophie, donc zéroïsme, de créer une nutrition, une préparation physique, mais surtout un énorme screening de génie qui puisse l'amener à sa philosophie. Et ça, c'est un point assez important, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est plutôt une bonne philosophie qu'il a, donc cette partie entre talent hits a target no one else can hit et genius hits a target no one else can see. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc ça vient de Schopenhauer. Et qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? C'est que simplement, il faut trouver sa propre target aussi. Voilà, c'est le but, c'est d'être un petit peu dans l'anticipation et surtout dans la personnalisation accrue de vos habitudes de vie et de ce qui va vous permettre d'être résilient au long terme. C'est pour ça qu'aussi dans un sens, je recommanderais assez rarement d'aller chercher toujours à recopier des choses qui sont déjà faites sur le web. Il y a des très bonnes idées qu'on peut prendre, mais il faut toujours avoir un degré de personnalisation élevé quand on parle de biohacking, quand on parle de traiter de son propre corps. Allez, assez parlé, rentrons maintenant dans ce qui m'apparaît être les 3 phases les plus importantes de la création d'un blueprint biohacking. Donc on a vu les bénéfices, on les connaît, on essaye de chercher du côté de ses valeurs pour qu'elles soient alignées. Il n'y a pas besoin que ce soit un pamphlet contre soi-même ou pour soi-même, mais simplement avoir des idées claires de ce qu'on veut. Je veux qu'à 65 ans, ce soit garanti, je puisse toujours prendre sur mes épaules mon petit-fils. Ça, c'est une idée. Je veux que la famille que je vais créer, que mes enfants soient impressionnés par mes qualités physiques, que je puisse m'occuper des miens physiquement, que je puisse transmettre un mode de vie, des habitudes saines, garantir la santé aussi à mes enfants, ou simplement améliorer mes niveaux d'énergie, être un être humain qui fonctionne le plus haut possible par rapport à ce que j'ai en capital génétique et ce que je vais pouvoir faire en épigénétique. C'est pas forcément toujours aller chercher des réflexions alambiquées, mais c'est plutôt chercher ce que vous voulez faire de votre corps, okay? Qu'est-ce que vous voulez transmettre de ce côté-là. Et pour moi, la première partie, c'est pas forcément que pour moi, hein, et la première partie, la valeur clé dans tout ça, c'est récolter des informations. On ne peut pas faire grand-chose sur la partie physique si on ne sait pas qui on est profondément. Et pour ça, on va rentrer dans l'angle du screening. Alors un screening, qu'est-ce que c'est? C'est l'évaluation, l'étude d'un ou plusieurs éléments
dans le cadre d'une enquête méthodique afin de déterminer s'il convient à un rôle ou un objectif en particulier. Ça, c'est la description un petit peu plus littéraire, mais ce qu'on va faire sur le screening, c'est qu'on va prendre des informations qui viennent de la physiologie, qui viennent de la psychologie, qui viennent de la génétique, qui viennent de l'épigénétique, et c'est les deux premiers points que j'aimerais mettre en avant sur la partie screening. Ce sont les points de génétique et d'épigénétique. Alors, la génétique, c'est tout ce qui correspond à la transmission depuis les gènes. Donc, il y a une notion d'hérédité, ce qu'on a hérité en termes de capital physique, physiologique, des fois même psychologique quand on touche aux gènes. Et le propre de la génétique, c'est qu'elle est très individuelle. Quand on étudie la génétique, on cherche à étudier les modes de transmission et trouver les variations dans les gènes selon chaque individu. A l'inverse, l'épigénétique, c'est tous les processus qui vont permettre de moduler ce capital génétique. Pour parler simplement, la génétique, c'est avec quoi vous êtes né, et l'épigénétique, c'est ce que vous en avez fait. Alors, c'est très général, mais l'idée, c'est de déterminer les plans qui sont vraiment très propres à ce qu'on a, le capital de base, ce qu'on en a fait jusqu'ici et qu'est-ce que ça nous donne sur les plans physiques, nutritionnels, mentaux et énergétiques. Alors, les points que je vais recommander, il n'y a pas forcément un ordre de priorité principal, je les ai juste listés un par un. Tout dépend maintenant vos objectifs dans le cadre de ce blueprint, mais j'invite à screener tous les ensembles que j'ai listés ici. Déjà, en termes génétiques et épigénétiques, on a la morphologie et le mouvement. J'en ai un petit peu parlé précédemment. C'est regarder ces leviers osseux, ces leviers musculaires, en tout cas les longueurs d'insertion des muscles, et les mettre en mouvement sur tous les plans articulaires possibles. Qu'est-ce qu'on va en déterminer de tout ça? Déjà, on aura une morphologie, on pourra la mettre dans une case un peu plus générale, un individu qui est plus ou moins longiligne, plus ou moins bréviligne, un individu aussi qui a ses particularités, des gens qui peuvent avoir une syphose dorsale, une lordose, un angle de hanche particulier, un angle de genou particulier. Tout ça, ça va impacter les mouvements qui sont plus ou moins favorables pour vous. Et une fois qu'on va vous mettre en mouvement, on va pouvoir estimer votre niveau de performance sur chacun des plans articulaires, que ce soit la flexion de genou, la rotation externe de la hanche, des épaules. Et la mise en mouvement de tout ça va nous donner du coup des plans de mouvement où vous êtes plus ou moins fort ou faible. Et ça va directement impacter votre partie de préparation physique, puisque là où vous êtes fort, là où vous êtes faible, il va falloir avoir des stratégies qui sont différentes. Il y aura des mouvements qui vont être plus ou moins appropriés pour vous, il y aura des mouvements qui vont être plus ou moins dangereux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à traiter, ces mouvements dangereux, mais en tout cas, il faut les connaître, avoir une connaissance de soi. Et donc, cette partie morphologique et mise en mouvement, on en retire beaucoup de choses sur l'amélioration du capital physique. Et j'ai envie de dire pas que, puisque quelqu'un qui est déterminé à avoir X problèmes de dos dans 20 ans, si on arrive à ce que ces problèmes de dos soient minimisés ou n'arrivent quasiment jamais, on fait un énorme pas vers une qualité de vie plus élevée. Évidemment, on peut répondre à une problématique plus court terme s'il y a déjà des blessures qui sont actives ou des douleurs qui sont actives, mais se projeter au long terme, c'est aussi pouvoir enlever le côté émotionnel de ce blueprint. C'est un autre point qui est assez important. Une fois qu'on a fait notre screening, on est sorti de l'émotionnel. Une fois qu'on a pris vraiment des infos très raw sur la personne, même des infos qui viennent de la psychologie, on arrive à désescalader la situation et avoir uniquement des stratégies qui sont beaucoup plus terre à terre, qui sont vraiment presque purement mathématiques et scientifiques sur qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ces plans-là. Une fois qu'on a passé le screening, on est déchargé totalement de cette phase émotionnelle où on ne regardera plus son corps comme ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais plutôt ça, il faut que je travaille dessus, ça, je suis déjà assez fort dessus, etc., etc. La deuxième partie, autant du plan génétique qu'épigénétique, on a les prélèvements, le carnet de santé et l'interprétation ainsi que la création d'un narratif. Alors dans tout ça, on peut rentrer une batterie de tests qui sont assez énormes. Du bilan sanguin simple au bilan urinaire, à des tests un petit peu plus approfondis, de tests à l'effort, de DEXA-scan, et chercher des points où on va avoir le maximum d'informations sur sa santé à l'instant T, comme avec un bilan sanguin, un bilan urinaire, voire même aller chercher un peu plus loin dans sa génétique, du coup, dans son hérédité, sur qu'est-ce qui était le plus prévalent dans les maladies, dans ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère,
Et avec tout ça, on va pouvoir faire au moins déjà un screening à l'instant T de ce qui manque en termes de certains marqueurs physiologiques. On va pouvoir regarder le système endocrinien, les hormones, on va pouvoir regarder le système immunitaire, on va pouvoir regarder le système nerveux, les niveaux de neurotransmission, on va pouvoir regarder les taux de vitamines et de minéraux. On va pouvoir faire une interprétation de ces données-là, qu'est-ce qui est dans les bons taux, qu'est-ce qui est dans les moins bons taux, où est-ce qu'il y a un manque crucial, et surtout, il faut un talent d'interprétation pour créer un narratif autour de tout ça, puisque typiquement, on peut avoir un résultat disons pour les hommes en testostérone qui est assez basse, il y a beaucoup de marqueurs qui impactent la testostérone, et il va falloir savoir les lire pour avoir une stratégie de supplémentation, ou même plus générale de mise en mouvement, qui va servir ces marqueurs physiologiques précis. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Encore une fois, on ne peut pas être trop aveugle, ok? On ne peut pas uniquement prendre un bilan sanguin, un bilan urinaire, l'interpréter, créer un narratif, si on n'a pas la personne, le visuel, la partie plus superficielle en face de nous, qui est mise en mouvement. Okay, on a besoin d'avoir des données simples, taille, poids, âge, parcours, et surtout mise en mouvement du corps, et ensuite rajouter à ça la partie bilan sanguin, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas, quelles sont les problématiques de la personne. Ça, c'est un point très important. De toutes ces premières informations, il y a une notion qui est assez cruciale et que je trouve pas assez traitée, c'est la notion du métabolisme. Okay, combien de calories votre corps demande pour fonctionner, du point de vue basal, c'est-à-dire uniquement pour survivre correctement, du point de vue de ce qui se rajoute de votre lifestyle, donc qu'est-ce que vous faites dans la journée, est-ce que vous avez un travail physique, est-ce que vous avez un travail plutôt sédentaire, est-ce que vous faites beaucoup d'activité physique, pas beaucoup d'activité physique. Tout ça, on va croiser ces données, puisqu'on a beaucoup de métadonnées là-dessus, on va pouvoir avoir une piste de votre métabolisme, et on va pouvoir surtout le vérifier. Et le vérifier, c'est aussi se rendre compte de telle personne a un métabolisme plutôt lent, telle personne a un métabolisme plutôt rapide. Et les conséquences d'un métabolisme qui fonctionne un petit peu en asynchronie, c'est potentiellement aussi des déficits d'énergie, des déficits de fonctionnement dans la journée. Typiquement, si vous faites 1m90, 75 kg, que vous avez encore un petit peu du bide et qu'à 1800 calories, vous ne perdez pas de poids, c'est qu'il y a une vraie problématique au niveau de votre métabolisme. Et donc la stratégie, elle ne sera pas du tout la même. On ne va pas chercher à ad vitam aeternam baisser les calories. Il y a un problème qui est autour potentiellement de la dépense énergétique, potentiellement aussi autour de la nutrition. Et dans ce cas-là, s'il faut, il va y avoir besoin de remonter les calories en réalité, plutôt que de les baisser pour atteindre un métabolisme qui fonctionne mieux et qui plus tard va permettre de perdre du poids avec des calories qui sont bien plus hautes que ce qu'on avait à la base. Ça, c'est un travail que j'ai énormément fait chez les entrepreneurs, puisqu'on a une mentalité qui va très vite du côté des diètes très cétogènes, des diètes très hypocaloriques, du jeûne intermittent, ce qui sont des bons outils dans l'absolu, mais qui sont souvent utilisés pour entrer dans des modes de cétose, de starvation, qui à terme vont faire du mal au métabolisme, vont puiser dans les ressources des organes et les faire fonctionner moins bien. Donc screener le métabolisme, le vérifier dans un deuxième temps, c'est très important. Et pareil, arriver à un bilan tout autour du point de vue physique en croisant la partie de la composition corporelle, la masse musculaire, la masse grasse, croiser ça avec la taille, l'âge, le poids, le niveau d'activité, votre métabolisme. Et avec tout ça, on va pouvoir avoir des stratégies qui sont beaucoup plus ciblées. Enfin, il y a un point qui m'est cher et sur lequel on s'est spécialisé chez No Wasted Energy, qui est le point de la cognition et du système nerveux. Le système nerveux, il va falloir que j'en fasse une vidéo et même une série de vidéos très complètes pour comprendre le système nerveux. La neurophysiologie, c'est un champ d'études très très vaste et qui mérite vraiment votre attention et votre implication pour qu'un système nerveux fonctionne bien. Parce que c'est assez simple, votre système nerveux régule absolument tout. Il reçoit le message, il l'envoie au corps, le corps renvoie un message, le système nerveux l'interprète. Tout un champ d'hormones que vous connaissez sûrement très bien, au moins de noms, la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine, un ensemble aussi un peu moins connu d'hormones. Tout ce champ-là d'hormones va réguler vos niveaux d'énergie et votre réponse au niveau physiologique et aussi psychologique avec une dose d'interprétation. Et ça régule tout en réalité. Ça régule aussi grandement le fonctionnement des autres systèmes, que ce soit du système endocrinien, que ce soit le métabolisme, que ce soit le système immunitaire. Il y a une énorme part du cerveau là-dedans. Et on le sait tous, puisqu'on est des êtres humains, il n'y a pas une espèce sur Terre qui est plus dépendante de l'interprétation et du ressenti. Donc mettre l'humain aussi au centre de nos screenings, c'est extrêmement important. Alors comment on va faire tout ça? On peut regarder les niveaux de neurotransmetteurs par rapport à nos analyses. On peut aussi aller chercher du côté de la psychologie comportementale qui nous dit beaucoup sur l'état et le fonctionnement préférentiel, les levées préférentielles du système nerveux. Ça, c'est des pistes qui sont vraiment
à explorer, puisque ça peut nous donner des guidelines sur comment fonctionne notre système nerveux et comment on va réagir dans telle ou telle situation. Donc là, on rentre dans le cadre un petit peu plus de la psychologie, et surtout de la psychologie relative à mon entraînement, relative à ma nutrition. Qu'est-ce qui va me permettre d'être en balance énergétique au niveau du système nerveux? Ça, c'est un point crucial qui est un petit peu plus holistique, mais qui peut vraiment tout changer. Pour nous aider dans tout ça, il va aussi falloir intégrer des tests de psychologie un petit peu plus généralistes, trouver les sens préférentiels, faire un bilan de performance, connaître ses habiletés mentales, sa capacité à s'activer, sa capacité à se relaxer, réagir au stress, réagir à la peur, ses niveaux d'imagerie mentale, ses niveaux d'engagement, de confiance de manière générale. Pour ça, il faut passer une certaine batterie de tests, voire même qui vont toucher aussi à la personnalité. L'humain est vraiment au centre de tout ça. Ici, on prend des infos qui sont assez raw, qui sont de l'ordre de qu'est-ce que nous dit notre corps sur les phases superficielles, les phases les plus profondes, le screening à l'instant T, mais surtout, quel est l'être humain derrière tout ça? Il faut faire des ponts, il ne faut pas forcément chercher les pourquoi tout le temps, mais il faut surtout savoir comment la personne en est arrivée là, pour ressembler à ce qu'elle ressemble, pour penser ce qu'elle pense, pour avoir la nutrition qu'elle a, etc., pour définir des stratégies qui sont vraiment viables. Et surtout, enfin, il faut regarder du côté de l'organisation de la vie de la personne. Ça, c'est un point qui ne peut pas être skippé. Sans cette partie vraiment de blueprint, là on est vraiment dans le blueprint, on peut rajouter des centaines de marqueurs à traquer, un peu dans le style de Brian Johnson qui recommande énormément de trackers de santé pour améliorer la santé de tous ses organes. Il faut au moins faire une base très claire sur la partie screening pour développer les bonnes stratégies. Sinon, on est condamné à quoi? On est condamné à rester dans l'émotionnel, puisque je vous le rappelle, cette partie screening, c'est la partie la plus émotionnelle. Une fois qu'on met des mots derrière les mots, M-A-U-X, on arrive à avoir des stratégies qui sont plus adaptées et on va moins cherry-pick une information par-ci, une information par-là, une étude par-ci, une étude par-là, puisque beaucoup de choses peuvent se contredire face à vos problématiques les plus basales. Pour résoudre une problématique de poids, pour résoudre une problématique d'énergie, on a des centaines de manières d'adresser la question. Mais si on ne fait pas un minimum de screening auparavant, on n'avancera pas très bien. Une fois qu'on a fait cette partie de screening très importante, il faut avoir des protocoles. Et alors ça, la protocolisation de sa journée, de sa semaine, de son mois, de sa vie, c'est une notion qui est très chère aux sportifs, puisque le scheduling, donc créer un agenda, les habitudes de vie font la capacité à accéder à de l'énergie, à créer une routine qui est soutenable. Une routine qui est soutenable, c'est une routine qui a une certaine souplesse et une certaine rigidité dans les actions, qui permet de faire un entre-deux et de la maintenir au plus long terme. Puisque la plupart des êtres humains ne peuvent pas tous les jours de leur vie se lever, se coucher exactement à la même heure pour énormément de raisons, que tous les êtres humains ne peuvent pas tous les jours s'alimenter de la même manière, il faut créer des habitudes, des protocoles qui vont nous permettre de remplir nos objectifs sur la partie physique, nutritionnelle, mentale, énergétique, avec un coût mental, une charge mentale, comme on pourrait dire, qui est la plus faible possible. Pour ça, déjà, un premier disclaimer, essayez d'être Pareto dans vos objectifs, dans le sens où il y a des leviers qui vont rapporter beaucoup plus pour un nombre d'actions données qui est assez faible, comparé à d'autres leviers qui vont demander énormément d'efforts pour un retour qui n'est pas forcément aussi important que ça. Donc toujours sur la pyramide de Maslow de tout ce que vous devez faire en physique, en nutrition, au niveau mental, au niveau énergétique, essayez de prendre la base de la pyramide, de la vérifier au moins et surtout de la mettre en place pour voir s'il n'y a pas déjà des grandes avancées qui peuvent être faites. Vous ne pouvez pas, pour 99% des gens, vous ne pouvez pas copier-coller un modèle à la Brian Johnson du jour au lendemain pour des raisons économiques, pour des raisons d'organisation, de famille, d'amis, peu importe, d'évolution de vie. Vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain sur un modèle qui est trop drastique. Donc pour ça, il y a toujours un principe qui est le dosage minimal effectif. Ce dosage minimal effectif-là, il vous permettra de rentrer ces habitudes de la manière la plus douce, la plus intégrée possible et se garantir qu'elles vont rester. Donc toujours prendre en compte en valeur maîtresse le scheduling, les habitudes, créer des protocoles. Savoir que quand j'ai un call extrêmement important, j'ai un protocole autour de tout ça, qui soit très complet ou qui soit très basique, mais le tout c'est qu'il y ait des processus internes qui se créent. Vous ne pouvez pas uniquement dépendre sur un second brain, tout le monde essaye, personne ne réussit. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des process qui soient internalisés. Au moins le process d'ouvrir son second brain, son Notion, son Google Sheets, peu importe,
Il faut au moins avoir l'internalisation de l'ouvrir et d'avoir des réflexes. Et plus on a des process internes qui sont intelligents, plus on va avoir accès dans le cadre de notre biohacking, dans le cadre de notre longévité, des process internes qui vont créer de l'intuition. Et l'intuition, une fois qu'elle est bien aiguisée, vous le savez tous puisque vous travaillez et vous travaillez souvent en indépendant, savoir créer de l'intuition, des process d'abord internes qui sont pertinents, c'est se sauver énormément de temps. Ensuite, il y a des process externes qui sont inévitables pour arriver sur la troisième partie de scaling, mais cette deuxième partie de protocolisation, c'est développer des processus internes de l'intuition qui est bonne. Cette intuition, elle touche à l'alimentation, la préparation physique, la préparation mentale et le scheduling autour de tout ça. Passons maintenant sur le côté nutrition. Nutrition, on a deux pans qui sont absolument pas à opposer, mais qui rentrent dans la case de la nutrition, que sont l'alimentation et la supplémentation. J'ai pas envie de donner une impression que l'alimentation, la supplémentation, les deux vont répondre à des problématiques différentes. La supplémentation, c'est extraire ce qu'on devrait trouver dans notre alimentation pour combler des zones qui sont manquées par l'alimentation et qui se sont vues notamment dans les bilans sanguins, dans les bilans urinaires, pour essayer d'atteindre une physiologie qui fonctionne mieux. Cette supplémentation, elle est nécessaire en réalité dans la plupart des cas, puisque si on veut chercher du biohacking, on veut aussi chercher une dose d'optimisation. Donc la supplémentation, elle prend vraiment cette part d'optimisation assez forte. Évidemment, la meilleure supplémentation qu'elle soit ne peut pas être efficace si on n'a pas une base solide d'alimentation. Et pour ça, très simple, on aura des informations au niveau du métabolisme, on aura des calories, on aura des macronutriments et des micronutriments qu'on va devoir toucher chaque jour, qu'on va devoir atteindre et qui vont nous permettre de créer au moins une alimentation sur les points de vue macro, sur la base de la pyramide de Maslow, qui sera bonne pour notre santé. Les optimisations autour, ça va être, encore une fois, le scheduling et la réponse à la problématique et surtout des choses qui sont un petit peu plus dans l'analyse fine qui est typiquement la répartition des macronutriments, la répartition des glucides. Je suis prédiabétique, je ne vais pas répartir mes glucides de la même manière, je ne vais pas avoir la même quantité déjà, mais je ne vais pas répartir mes glucides de la même manière qu'une personne qui ne l'est pas. Tout simplement parce qu'il y a des mécanismes au niveau insuline qu'il faut que je monitore, qu'il faut que je vérifie. Donc les glucides vont avoir un aspect beaucoup plus fonctionnel. Il faut qu'ils soient autour de phases où ils servent à quelque chose par la suite. L'entraînement, une phase de cognition forte, de la marche, peu importe, mais il faut que chaque macro réponde à une problématique. Et là, on rentre vraiment dans la pertinence plus avec le sport à haut niveau où chaque chose qu'on va mettre en place dans la nutrition va répondre à une problématique, va répondre à un enjeu. Là, j'ai 3 entraînements dans la journée, je ne vais pas du tout m'alimenter de la même manière que si j'avais pas d'entraînement ou si j'avais un seul entraînement. Je suis en phase de pré-compétition, je ne m'alimente pas de la même manière. Je suis en phase de hors-saison, je ne m'alimente pas de la même manière. Je crée peut-être plus de flexibilité, plus de rigidité, je ne mange pas les mêmes aliments, je ne me supplémente pas de la même manière. Ça, c'est une notion clé. Si vous voulez vous empêcher de tourner en rond, il faut cycler vos efforts. Préparation physique, mais surtout aussi cycler les efforts sur la nutrition. Vous ne pouvez pas tourner à l'année sur un jeûne intermittent qui est fixe, tout simplement parce que votre métabolisme va s'y habituer, va s'y conforter très fortement, et à la fin, vous n'aurez pas les mêmes résultats. En bourse, on dit que les résultats précédents ne présagent pas forcément des résultats futurs. Et bien là, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas toujours vous baser sur une chose qui a marché il y a 5 ans pendant 2-3 ans et vous dire que ça va marcher exactement de la même manière. Il y a un moment où ça va s'essouffler et le mieux dans tout ça, c'est cycler les objectifs à l'année, cycler les types d'alimentation à l'année et j'ai envie de dire même dans la même semaine, puisque dans la même semaine, on n'a pas les mêmes enjeux. Un week-end, un début de semaine, un milieu de semaine, un jour d'entraînement, un jour de non-entraînement, on n'a pas les mêmes objectifs. Peut-être qu'un jour où on ne s'entraîne pas, on veut plutôt aller chercher du côté de baisser le stress oxydatif, puisqu'il a été demandé, sécrété beaucoup par une alimentation, un entraînement qui était plus fort la veille. Et donc le lendemain où on ne s'entraîne pas, où on est plutôt en repos, on ne veut pas avoir les mêmes objectifs. On veut plutôt cope tous les déchets qui ont été créés par un entraînement qui a été très intense, une alimentation qui a été très dense. Tous ces objectifs-là changent beaucoup. Mais déjà, la base de la pyramide, c'est appliquer ses macros, appliquer ses calories et essayer de les scheduler de la meilleure des manières et surtout trouver les aliments qui vont vous aider à toucher les micronutriments. Ça, c'est un travail assez fastidieux, je ne vais pas vous mentir. C'est ce qu'on fait chez Novesti Energy, encore une fois. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter pour ces plans de nutrition optimisés. Mais trouver les aliments qui conviennent, qui vont suit vos objectifs et qui vont suit votre physiologie, votre screening, c'est très important. Idem sur la supplémentation, il faut que ça réponde à des problématiques.
qu'elle soit de santé, qu'elle soit d'énergie, avec la supplémentation du système nerveux notamment, qu'elle soit du côté de la récupération. Il faut vraiment avoir des objectifs qui soient clairs et précis là-dessus. Idem sur la préparation physique, en termes de scheduling, en termes d'habitude, minimum dosage effectif. Quand on a des grands objectifs, évidemment que le dosage minimal effectif va être plus élevé que quand on a des objectifs plus minces. Mais dans tous les cas, soyez vraiment accommodant par rapport à ce que vous faites. Essayez de faire les choses de manière intelligente, quelque chose qui va vous donner des gains. Il y a des fois où pour avoir des gains très optimisés, ça ne va pas sonner Pareto, mais il faut toujours avoir cette idée de qu'est-ce qui va vous rapporter le plus en le moins d'efforts possible. Ce n'est pas une notion là d'être un branleur, c'est une notion d'être intelligent. Okay, on ne veut pas taper dans des murs à l'infini. Des fois, c'est intéressant de faire des erreurs, de faire des side quests qui sont beaucoup trop longues pour ce qu'elles devraient être. Ça donne des informations, mais ça donne des informations pour s'ajuster, se réaligner et faire des choses qui sont plus pertinentes. La préparation physique, c'est choisir les qualités physiques qui sont détrimentales, les combler de la manière la plus simple possible. Typiquement, si vous manquez grandement d'endurance, mais que vous êtes très très fort sur la partie musculation, il y a un entre-deux à trouver qui va vous permettre de ne pas être en dette énergétique par rapport à cette endurance. Si vous manquez d'endurance et que vous réagissez en se disant « demain je fais un marathon », c'est très cool, c'est challengeant, ça peut suit votre personnalité, mais énergétiquement, ça va vous mettre une dette qui est énorme. Alors que trouver l'endurance déjà par rapport à votre pratique de référence, c'est déjà un peu plus intéressant. Et dans un deuxième temps, une fois dans la semaine, une fois toutes les 2 semaines, aller chercher cette capacité d'endurance pure de manière isolée, ça réduira grandement votre dette énergétique, votre coût énergétique. Vous vivez longtemps. Okay, en 2024, on vit longtemps. On ne peut pas se permettre de répéter des centaines et des centaines d'erreurs. Au bout d'un moment, il y a un point de non-retour. Il y a des choses qu'on va perdre sur le capital physique, sur le capital santé, qui, à force d'erreurs, seront de moins en moins rattrapables. Et il va falloir être de plus en plus intelligent par rapport à ça. Je parle surtout pour les gens qui ont déjà passé la trentaine, la quarantaine. Il va falloir être de plus en plus intelligent avec votre préparation physique. Vous ne pouvez pas faire le pattern classique de l'entrepreneur. Je ne m'occupe pas de mon corps jusqu'à 35 ans, ou en tout cas entre 20 et 35 ans. Et à 35 ans, je me réveille et je vais faire un triathlon. C'est très cool, c'est une très bonne réaction, c'est super. Mais soyons un peu plus intelligents, essayons de faire ça de la meilleure des manières. Puisque quand on va demander à son corps quelque chose d'extrêmement nouveau, extrêmement intense, extrêmement rapidement, on va aussi perdre dans l'équation. Si vous êtes d'accord avec perdre un petit peu, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas forcément d'accord pour perdre vos genoux, vos hanches et votre dos en vous lançant des objectifs qui sont trop drastiques, eh ben, soyez intelligent. Vraiment, soyez intelligent. Ça, c'est pour les leviers de la préparation physique. Savoir les plans de mouvement qui sont bons, savoir ceux qui sont mauvais, comment bien les combler, c'est très important. Et pour ça, encore une fois, la partie screening est très importante. Dans tout ça, il y a la notion de soutenabilité. La soutenabilité, c'est bien s'organiser. Mais encore une fois, j'en reviens à cette notion de find your why pour faire le pont vers la préparation mentale. La préparation mentale, c'est quelque chose qui est très dévoyé. Okay, dans le côté sportif, on va chercher plutôt de la performance. On va essayer de rendre soutenable cette performance et l'améliorer chez le sportif. C'est l'objectif de la préparation mentale. Il y a des biais de psychologie qui sont mis en avant. Et avec les informations qu'on a reçues sur la partie screening, on va pouvoir créer quelque chose qui suit au mieux la préparation mentale de la personne. C'est-à-dire que l'entraînement va avoir une approche très différente. Si on a une personne qui a un niveau d'engagement, de confiance qui est très élevé, mais qui a des niveaux de réaction au stress, à la peur qui sont très basses, eh ben, l'entraînement, l'accès au sport sera très différent. Et le travail en préparation mentale sera là pour essayer de capitaliser sur ces niveaux d'engagement, de confiance qui sont élevés, pour essayer d'aider au maximum à faire repousser cette peur, à avoir une meilleure gestion de la peur. Encore une fois, la préparation mentale, elle a un point de vue de soutenabilité. Il faut qu'il y ait un suivi qui soit fait là-dessus, permettre de toujours garder la personne on track et toujours axer le suivi, axer vos efforts sur la partie soutenabilité, préparation mentale, utiliser les bons leviers, combler quand il le faut les leviers qui sont trop manquants et au moins faire un travail de conscientisation. Là où on perd nos objectifs la plupart du temps, du côté un petit peu plus mental, c'est quand on a trop désaligné ce qu'on est avec ce qu'on fait. Voilà. Ce qu'on est mentalement, notre univers mental et les actions qu'on mène, on ne peut pas être désaligné de ce côté-là. On ne peut pas, ad vitam aeternam, se faire du mal, continuer à se faire du mal pour the sake of it. Il faut qu'il y ait un purpose, il faut qu'il y ait un sens derrière tout ça et il faut surtout connaître ses sens prioritaires. Il faut connaître ses compétences mentales et il faut agir dessus. Avec évidemment des séances de préparation mentale qui vont faire appel à la visualisation, de l'activation, de la méditation, qui vont essayer de créer une bulle mentale, c'est extrêmement important, la bulle mentale, mais aussi, plus simplement, d'accéder à de la relaxation et de l'activation. Et là, les biais
physiologiques sont les meilleurs pour ça. Bien respirer, bien bouger, savoir comment on respire, comment on bouge par rapport à son architecture neurale. C'est des points extrêmement précis mais super importants et qui demandent un niveau d'engagement, un temps attribué à la partie préparation mentale qui est très réduite. Si on a un circuit énergétique qui correspond à de la respiration et du mouvement le matin, qui correspond à notre architecture neurale, qui correspond à ce qu'on a au niveau morphologique, on va avoir un retour énergétique extrêmement important sans avoir eu à faire un protocole de méditation de 30 minutes, une séance de préparation mentale de visualisation. Il faut aussi trouver, encore une fois, les leviers les plus simples. Et pour ça, il faut avoir un talent d'analyse, de savoir qui on est et ce dont on a besoin à des moments clés de la journée. Quand est-ce que j'ai besoin de m'activer? Quand est-ce que je crache en énergie? Quand est-ce que j'ai besoin du coup d'accéder à de la relaxation? Comment arriver à la fin de la journée à m'être levé avec de l'énergie et à m'être couché avec le sommeil qui arrive au bon moment? C'est des enjeux qui sont perpétuels, qui sont cruciaux. Et quand on développe une bonne intuition dessus, parce qu'on a fait un travail précis en préparation mentale, c'est le mieux. Maintenant, il y a une partie qui ne peut pas être skippée non plus, surtout si on veut avancer longtemps dans cette recherche d'optimisation de sa santé. Et là, je vais faire le pont typiquement avec le blueprint de Brian Johnson. C'est le data tracking. C'est avoir des données qui émanent de nos protocoles dans l'alimentation, dans la préparation physique, dans la préparation mentale. Il faut qu'on croise des données. Les données les plus simples, traquer son poids du corps. C'est peut-être une donnée qui ne veut rien dire pour vous. Il y a une notion très émotionnelle, encore une fois, avec le fait de se peser, un retour body image qui peut être plus ou moins positif. Mais avoir cette donnée-là, c'est se permettre de la croiser avec d'autres choses. Je vais vous donner un exemple. L'évolution de votre poids du corps en fonction de votre niveau d'entraînement. Voilà. Vous traquez les heures où vous vous êtes entraîné, le type d'activité physique que vous avez fait, et vous regardez l'évolution de votre poids par rapport à ça. Idem pour la nutrition. J'ai mes macros, j'ai mes calories. Je sais ce que ça donne, je les applique. Qu'est-ce que c'est l'évolution de mon poids du corps par rapport à ça? C'est ça l'outil de vérification principal d'un métabolisme qui fonctionne bien aussi. Les variations de mon poids du corps. Est-ce que là j'ai fait la fête ce week-end, je vois que j'ai pas forcément beaucoup mangé mais j'ai fait la fête. Tiens, c'est bizarre, j'ai pris 2 kilos, qu'est-ce que c'est? De la déshydratation, de la rétention d'eau. Et tout ça en fait, ça va vous rendre plus intelligent dans la gestion de votre poids du corps. Et j'irai plus loin, ça va vous empêcher de voir votre poids du corps comme un élément émotionnel, mais plutôt comme un élément d'action-réaction. Okay. Si je prends trop de poids alors que j'ai l'impression de manger de manière saine, c'est qu'il y a quelque chose qui est désaligné. C'est la première data que j'irai chercher. La deuxième data que j'irai chercher, c'est le sommeil. Et en bis, je mettrai aussi la qualité de sommeil, mais surtout les niveaux d'énergie au quotidien. Si vous avez un sommeil en quantité qui est bon, mais des niveaux d'énergie au quotidien qui ne sont pas bons, c'est qu'il y a un désalignement quelque part. Peut-être dans la nutrition, mais peut-être aussi tout simplement dans vos habitudes de vie, dans votre scheduling des choses que vous faites dans la journée, ou même dans votre état mental, dans votre perception mentale. Si vous dormez beaucoup trop, par exemple, il y a forcément un état qui est dépressif d'une manière ou d'une autre, qui soit physiologique ou qui soit mental. Prendre conscience de ces choses-là, c'est créer des stratégies autour. Et le data tracking, il peut aller extrêmement loin. Et il s'apprécie énormément dans le temps. Plus on a de données, plus on a de finesse dans l'analyse, et plus on va pouvoir enclencher des mécanismes d'interprétation, de narration autour de ce data tracking, et du coup arriver à cette troisième partie qui est la partie scaling, aller plus loin dans son blueprint biohacking en faisant un assessment, une évaluation de ces données qui émanent du data tracking et créer des nouveaux objectifs en fonction de ces données-là. Et là, on arrive sur le troisième point, on touche au cercle vertueux du blueprint qui est le réassessment et relancer des objectifs et réalimenter sa vision de vie. Et là, on fait un cercle parfait entre le screening, le protocole et le scaling, puisque ces nouveaux objectifs, ou en tout cas ces objectifs renouvelés, cette nouvelle vision, elle va nous donner d'autres résultats sur le screening. On peut aller plus loin dans les données qu'on analyse. On peut se permettre de faire une analyse de données qui a un cadre beaucoup plus précis d'action. Et c'est à ce moment-là, en réalité, après avoir passé 3, 4, 5 mois sur un screening de base, des protocoles de base, où on va pouvoir aller chercher potentiellement des données plus proches d'un blueprint protocole de Brian Johnson, où là, on va vraiment traquer la santé de certains organes, les fameuses érections par nuit. Ça me fait rire, mais c'est pas risible dans l'absolu. Mais c'est là où on va pouvoir ajouter des points qui sont de plus en plus optimisés. Puisqu'on a fait cette base de processus internes, maintenant on peut avoir des processus externes qui sont un peu plus développés. Donc là, il va falloir déjà se poser des questions. J'ai mes résultats, voici ce que ça dit un petit peu. Qu'est-ce que je n'ai pas traité sur la partie physique, préparation mentale, nutrition? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce qui n'a pas été analysé sur mes marqueurs physiologiques, mes marqueurs psychologiques? Et surtout, qu'est-ce qui n'a pas été optimisé? Et ça, c'est la dernière question qu'on va se poser en refaisant une phase de screening.
Mais avant de rajouter des choses, il faut aussi faire un bilan de qu'est-ce que j'ai gagné, sur quel point j'ai avancé jusqu'ici. Est-ce que je suis satisfait de la manière dont ça se passe? Et là, la question, c'est pas se dire j'abandonne ou je continue, c'est se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse mieux? Qu'est-ce que ça a été les points de friction les plus importants pendant cette partie de protocolisation? Et ça va vous amener à un cercle vertueux qui ne va jamais cesser de grossir, de grandir. Et c'est là où vous allez vous dire, je suis devenu la personne que j'avais envie d'être. Cette personne où on me fait des remarques du type, ah mais toi ton style de vie il est extrêmement optimisé, t'as toujours de l'énergie, tu as fait un grand changement physique, on sent que tu n'es plus la même personne. C'est là que vous allez devenir cette personne-là. C'est après cette phase où vous avez compris qui vous étiez dans un premier temps, appliqué, et ensuite que vous vous êtes reposé les bonnes questions et que vous allez relancer un processus, c'est là que vous allez être le plus pertinent. Voilà, ça c'est pour le blueprint biohacking dans les schémas les plus généraux. Ce que je vous conseillerais pour finir sur cette vidéo, pour vous donner des petits devoirs à la maison à faire, faites votre analyse de mouvement au moins. Notre analyse de mouvement. Comment vous bougez? Ah, je sens que je suis un peu raide sur les genoux, je sens que je suis un peu raide sur les chevilles, les hanches de même. Qu'est-ce que c'est les stratégies simples que je peux mettre en place pour casser cette raideur-là? Est-ce que c'est directement en allant chercher dans la souplesse? Ou est-ce que c'est plutôt que je manque de force, que j'arrive pas à développer assez de force pour créer de la mobilité? Donc l'interaction entre la souplesse et la force. Et là, vous allez déjà pouvoir commencer à créer des bases d'entraînement qui sont plus intelligents. Faire un bilan sanguin. Oh bah tiens, je manque en vitamine D. Et si je me supplémentais en vitamine D? Ou peut-être que c'est autre chose. Peut-être que mon sommeil n'est vraiment pas très bon. Peut-être que ma nutrition ne comporte pas assez de ces vitamines D, de ces vitamines liposolubles de manière générale. Et là, déjà, vous allez un plan d'action. Et c'est la même chose du côté mental. Ah tiens, je suis assez colérique comme personne. Ah, j'ai du mal à revenir à un état de relaxation dans mes journées. Et bien déjà, vous avez des devoirs. Peut-être aller chercher de la méditation, peut-être mieux gérer votre respiration. Comment mieux gérer sa respiration quand on a du mal à se relaxer? Peut-être que c'est un problème de supplémentation. Allez, quels sont les meilleurs suppléments pour accéder à la relaxation? Mélatonine, ashwagandha, tryptophane. Vous avez déjà des choses à faire sans même vous en rendre compte en listant vos problèmes et en les rendant moins émotionnels en mettant des données derrière tout ça. Voilà pour cette présentation exhaustive, je pense, des mécanismes généraux de la création d'un blueprint biohacking. Évidemment, si ça vous intéresse de rentrer dans cet univers qui est l'univers de vous, de votre santé, et qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter dans le Linktree en description chez No Wasted Energy. On saura bien s'occuper de vous, que ce soit pour résoudre des problèmes très court terme avec la consultation résolution de problèmes, ou que ce soit pour travailler avec nous sur l'ensemble de votre santé dans le cadre de nos programmes Genesis et Ubermensch. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo biohacking. Et en attendant, essayez d'être meilleur tous les jours, un petit peu, de ramener de la nouveauté dans votre santé physique, dans votre santé mentale. C'est ce qui vous rapportera le plus au long terme, bien plus que les autres actions que vous pouvez mettre en place.